Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Y a-t-il une lumière au bout du tunnel budgétaire après des mois et des mois de débats infructueux et de négociations vaines sur le budget de l'État? Le gouvernement pourrait enfin décider d'appuyer sur l'interrupteur la semaine prochaine en déclenchant un 49.3 ou des ordonnances, faisant ainsi le deuil de ses espoirs de compromis, comme l'a expliqué hier le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Pagny-Fous. Nous nous éloignons définitivement d'un texte de compromis acceptable par une majorité de députés ici à l'Assemblée nationale. Nous constatons que ce vote ne pourra pas avoir lieu. Le Premier ministre fera donc des propositions pour permettre une promulgation d'un budget de compromis tel que nous essayons, en tout cas pour beaucoup ici, de construire. Voilà, Laurent Pagny-Fous, le ministre des Relations avec le Parlement. Les débats sont donc annulés à l'Assemblée aujourd'hui et lundi. Et tout pourrait se jouer dans le week-end lors d'un Conseil des ministres extraordinaire, Christophe Bordet. Oui, et deux scénarios sont à présent possibles. Ou le fameux 49.3 qui permet d'adopter un texte sans vote, ou des ordonnances rédigées par le gouvernement. Et là encore, on évacue le vote des députés pour faire passer le budget au forceps. On en est là, alors que le Premier ministre a mis tout son poids dans la balance depuis des mois pour trouver des compromis, pour avoir une majorité. Le problème, c'est que même dans le parti présidentiel, impossible de se mettre d'accord. Ce que Jean-Philippe Tanguy, le monsieur finance du RN, n'a pas manqué de faire remarquer aux macronistes ces dernières heures à l'Assemblée. Si vous n'avez pas de budget aujourd'hui, ce n'est pas la faute du groupe Rassemblement National et de l'UDR et ses 140 députés. C'est parce que la majorité absolue du PS jusqu'au LR est incapable de se mettre d'accord sur un budget, et pour cause, vous n'avez aucun projet commun, vous n'êtes d'accord sur rien, à part augmenter les impôts et la dette comme vous l'avez fait sur la sécurité sociale. Bref, le compromis est impossible malgré les discussions sans fin entre le gouvernement, la Macronie, les socialistes à qui l'exécutif a déjà accordé la suspension de la réforme des retraites pour faire passer le budget de la sécurité sociale, il faut le rappeler. Pour éviter la motion de censure en cas de 49.3, Sébastien Lecornu va sûrement devoir une nouvelle fois caresser le PS dans le sens du poil. On attend sa feuille de route dans les prochaines heures. Tout ça, pour ça, c'était cousu de fil blanc, avait déclaré Marine Le Pen au mois d'octobre dernier. On peut le dire, elle avait eu du nez. Christophe Bordet, le budget qui sera de retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale mardi. À la une également ce vendredi matin, le bras de fer entre l'Europe et les États-Unis sur le Groenland. Face aux menaces de Donald Trump qui veut s'emparer de ce territoire autonome danois, Emmanuel Macron a annoncé hier l'envoi de soldats supplémentaires. Jacques Serret, on en sait plus ce matin sur ce dispositif. Oui, en réponse aux intentions de Donald Trump concernant le Groenland, Emmanuel Macron montre les muscles et fait cette annonce. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Des moyens relativement limités. Il s'agit pour l'armée de terre de 2 sections d'un régiment de chasseurs alpins, soit moins d'une centaine d'hommes. Pour l'aérien, il s'agit d'un avion, un appareil qui sera utilisé essentiellement pour faire du renseignement. Enfin, lorsque le chef de l'État évoque des moyens maritimes, il s'agit de l'envoi d'une frégate le long des côtes du Groenland. Des moyens qui répondent aux demandes formulées par les autorités danoises dans le cadre de l'exercice baptisé Groenland Arctic Endurance. Réaction claire de Donald Trump cette nuit. Cette mission militaire n'a, dit-il, aucun impact sur son objectif. En Iran, maintenant peut-être les premiers effets de la menace d'une intervention américaine. La Maison-Blanche annonce cette nuit que 800 exécutions de manifestants programmées hier ont été annulées. Les pays du Golfe enjoignent Donald Trump à ne pas intervenir, mais Washington assure que toutes les options restent sur la table. De quoi maintenir la pression sur le régime des Mollahs, dont la répression sanglante a fait plus de 3000 morts en 20 jours. Et dans le viseur de la contestation, évidemment, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien qui tient le pays d'une main de fer depuis 1989. Depuis le début des manifestations, on ne l'a pas ou peu entendu. Où se cache-t-il ? Habituellement sous haute protection, l'homme de 86 ans aurait projeté, selon nos confrères du Times, de s'enfuir vers Moscou si la situation échappait totalement à son contrôle. Mais son neveu, Mahmoud Moradkhani, médecin près de Lille, dans le Pas-de-Calais, dit savoir de sources personnelles où il s'est réfugié. Il doit être probablement à Machhad, en dessous de la mausolée de Imam Reza, notre 8e imam chiite. Et lui, bien entendu, comme il est né à Machhad, il a une résidence, et en particulier au sein de la mausolée de Imam Reza. C'est un endroit qui est
très visité, bien entendu, mais assez sûr parce que je pense pas que quelqu'un puisse oser d'attaquer au mausolée d'un imam chiite. Je pense qu'il luttera, il restera au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un qui était, à l'époque, avant la Révolution, il se présentait plus aimable, mais qui était toujours mégalomane. Je n'ai pas participé à ce régime, malgré que il l'avait demandé, effectivement, mais j'étais plutôt en opposition et en accord avec mon père, qui est devenu un opposant au régime. Le neveu de l'ayatollah Khamenei, Mahmoud Morad Kani, au micro européen de Caroline Baudry. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. C'est demain le grand jour pour l'accord UE-Mercosur. Le traité de libre-échange doit être signé demain par Ursula von der Leyen au Paraguay. Et les agriculteurs sont toujours vent debout contre cet accord. Ils continuent à mener des actions, notamment en Bretagne et dans le Nord, où sont installés des barrages filtrants pour contrôler les marchandises des camions. Au port de Dunkerque, ils étaient près de 130 mobilisés hier. Reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Bonjour! Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Des poids lourds arrêtés à la sortie du port de Dunkerque. Vérification de la marchandise par des jeunes agriculteurs comme Clément. Il n'y a que 30% de tous les camions qui arrivent par jour qui sont contrôlés. Ça veut dire qu'il y a 70% des camions qui peuvent transporter n'importe quoi. De la matière qui est produite à l'étranger avec des normes que nous, on a chez nous et que eux, ils n'ont pas. C'est ça l'enjeu de la manifestation aujourd'hui. On mâche un peu le travail des douaniers, ajoute-t-il. Et nous n'avons pas le choix, surtout avec le traité de libre-échange qui va être signé prochainement. À l'intérieur d'un des poids lourds, des bananes en provenance d'Amérique du Sud. Louis Coé, président des jeunes agriculteurs des Hauts-de-France. L'Équateur ne fait pas partie de l'Union européenne. On n'est pas sûr qu'ils utilisent les mêmes produits que nous. L'objectif est quand même bien d'avoir une équité aussi à ce niveau-là. C'est l'un des premiers camions qu'on a réellement. On sait qu'on risque de trouver autre chose. On va chercher jusqu'au bout. Mais notre crainte, c'est de voir de la viande sud-américaine, insiste-t-il. Des agriculteurs prêts à se mobiliser à nouveau au Parlement européen la semaine prochaine. À Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis un petit bonheur pour les passionnés de bande dessinée au rayon librairie. Les amoureux de politique, d'opéra, de laïcité ou même de cheval avaient leur dictionnaire. Le tout premier dico-thématique, c'était celui sur l'Italie en l'an 2000. Et bien voici venu celui des amoureux de la BD chez Plon. Vous l'avez feuilleté pour nous, Sébastien Bordenave. De A comme Angoulême, la ville du festival, jusqu'à Z comme Zep, le nom du dessinateur de Titeuf, le dictionnaire amoureux de la bande dessinée est signé Benoît Peters. À la lettre B, hommage est rendu à la Belgique. Pourquoi le plat pays est-il devenu le Hollywood de la BD? Peut-être parce que le poids de la tradition littéraire y était moins paralysant que chez nous, et sûrement aussi grâce aux ecclésiastiques belges qui furent historiquement des partisans convaincus des vertus pédagogiques des images. Âgés, les débuts de Goscinny, dont on fêtera cet été les 100 ans, on revit les coulisses du premier tirage d'Astérix le Gaulois en 1961, 6000 exemplaires. Le dictionnaire amoureux de la BD picore dans le vaste univers du 9e art, part chez Moebius, va vers Uderzo, s'attarde chez Sfar, mais aussi des noms peut-être moins connus, mais à découvrir comme Tezuka, Rochette, Bechdel. 26 ans après le lancement du premier dictionnaire amoureux, il était temps que ce dictionnaire des bulles sorte. On dit aussi phylactère, qu'on retrouve donc à la lettre P. On y apprend que Baudelaire les appelait les banderoles parlantes. Sébastien Bordenave. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Sylvain Maillard est face à Romain Desarbres.